Ce ne sont pas des accusations si elles sont vraies, dis-je en gardant mes distances. Je sais pour le fonds fiduciaire, papa. Je sais pour la voiture, l'appartement à Portland, tout. Ma mère essuya des larmes invisibles. Tu ne comprends pas, mon cœur. On te protégeait de quoi? De l'indépendance financière. De la chance de vivre ma vie. Ma voix s'éleva malgré mes efforts pour rester calme. De toi, rétorqua-t-elle. Le masque de l'inquiétude tomba. Tu as toujours été peu pratique, la tête dans les nuages, comme ton grand-père. Tu veux dire créatif, indépendant, réfractaire au contrôle. Je croise les bras. Ce sont des qualités à célébrer, pas à étouffer. Mon père se leva, ajustant sa veste coûteuse. Le fonds fiduciaire a été créé quand tu étais mineur. En tant que tes parents, nous avions parfaitement le droit de gérer ces biens comme bon nous semblait. Après mes 18 ans, j'ai contesté. Après mes 21 ans, et maintenant, papa? J'en ai 26. Quelle excuse as-tu pour avoir contrefait ma signature? Pour avoir vendu une propriété en mon nom? Une lueur de malaise traversa son visage. Certains arrangements juridiques nous donnaient autorité. Tu parles de la fausse procuration? Celle avec une autre signature falsifiée? Le visage de ma mère se durcit. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ce vieil homme allait tout te donner sans condition. Tu aurais tout dilapidé. C'était son choix. C'était mon argent que je pouvais dilapider si je le voulais. Je sentis un calme étrange m'envahir. Sors de mon appartement. Cet appartement que nous t'avons aidé à obtenir, rétorqua mon père. Avec la caution que nous avons versée avec mon argent. Je le corrigeai. Chaque centime que tu m'as donné provenait du fonds fiduciaire que grand-père avait créé pour moi. De l'argent que tu as volé. Ils ont fini par partir, mais pas avant que ma mère ne lance une dernière pique. Ton grand-père ne vivra pas éternellement. Laurel, quand il ne sera plus là, qui auras-tu? Pense à ça avant de détruire cette famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tous les moments où ma vie aurait pu être différente. La prestigieuse école d'art où j'avais été accepté, mais que je n'avais pas les moyens de payer, sauf que j'aurais pu. Le stage à New York que j'avais refusé parce que mes parents m'avaient convaincu que la vie était trop chère alors que j'en avais toujours eu les moyens. La relation avec Nathan qui s'était effondrée sous le poids du stress financier et de mon incapacité à concrétiser nos projets. Toute ma vie d'adulte avait été bâtie sur des mensonges. Le lendemain, je me suis rendu au garde-meubles où je conservais des cartons de vieux papiers que mes parents m'avaient aidé à organiser après l'université. Au fond d'une poubelle poussiéreuse, j'ai trouvé des documents de prêt avec des taux d'intérêt bien plus élevés que ceux que je me souvenais avoir acceptés. J'ai trouvé des relevés bancaires attestant de retraits que je n'avais jamais effectués. J'ai découvert une vie orchestrée à mon insu et sans mon consentement. De retour au cottage de grand-père, je l'ai trouvé assis sur le porche avec un homme en costume impeccable. Laurel, voici Thomas Kellum, m'a dit grand-père. Il a été l'avocat de notre famille pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que ton père, enfin, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Monsieur Kellum s'est levé et m'a tendu la main. J'attendais votre rencontre depuis longtemps, mademoiselle Everhart. Autour d'un thé glacé, Monsieur Kellum m'a expliqué comment mon père l'avait progressivement écarté des affaires juridiques de la famille il y a environ 3 ans. J'avais des inquiétudes concernant certains documents qu'on me demandait de traiter, a-t-il dit prudemment. Notamment concernant la planification successorale de votre grand-père et votre fonds fiduciaire. Saviez-vous qu'ils imitaient ma signature, ai-je demandé. Il a semblé mal à l'aise. J'ai soupçonné une irrégularité. Je ne pouvais pas le prouver. Mais lorsque j'ai exprimé mes inquiétudes, votre père a mis fin à nos services assez brutalement. Il a glissé une carte de visite sur la table. Depuis, j'ai ouvert mon propre cabinet. Si vous envisagez d'engager une action en justice, je serais honoré de vous représenter. Pro bono. Plus tard, après le départ de Monsieur Kellum, j'étais assis avec grand-père sur sa balancelle, à regarder le coucher de soleil peindre le lac de nuances orange et or. J'ai toujours pensé que je faisais quelque chose de mal. J'ai admis qu'il y avait un défaut en moi qui m'empêchait de réussir, d'avancer. Je ne comprenais pas pourquoi tout semblait si bloqué. Grand-père m'a entouré de son bras et je me suis appuyé contre lui comme enfant. Tu n'as jamais eu de défaut, Laurel. Tu étais juste piégé. Mais plus maintenant. J'ai peur, murmurai-je. De quoi, ma chérie?
de découvrir la profondeur de tout ça. De les affronter. De perdre ma famille, aussi dysfonctionnelle soit-elle. Grand-père reste silencieux un long moment. La famille, ce n'est pas que le sang, Laurel. C'est la confiance. C'est l'honnêteté. C'est vouloir le meilleur pour l'autre, même si cela implique de se laisser aller. Il m'a serré l'épaule. J'aurais dû mieux te protéger. J'ai vu des signes au fil des ans, mais je les ai ignorés. Je ne referai plus cette erreur. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je me battrai non seulement pour l'argent, même si j'en avais besoin et que je le méritais, mais pour la vie qui m'avait été volée, pour les années d'indépendance que j'aurais dû avoir, pour la confiance en soi qui avait été systématiquement sapée. Le lendemain matin, j'ai appelé M. Kellum pour lui dire que je souhaitais engager une action en justice. J'ai ensuite appelé un serrurier pour changer les serrures de mon appartement. Enfin, j'ai appelé mon ami d'enfance Willa, qui travaillait comme jury comptable. Laurel, a-t-elle répondu surprise. Ça fait une éternité. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit. C'est compliqué, brouillon et probablement illégal. Il y a eu un silence. Puis Willow a ri. Tu m'as eu avec ce mot compliqué. Quand est-ce qu'on peut se voir? En raccrochant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un sentiment de possibilité que des portes s'ouvrent au lieu de se fermer. Mes parents m'avaient volé mon héritage, mes opportunités, et même ma signature. Mais ils n'avaient jamais réussi à me priver de ce qui comptait le plus, ma détermination à construire une vie qui m'appartienne vraiment. Le cabinet d'avocats Kellum et Associés occupait le 3e étage d'un immeuble en briques rénové du centre-ville de Mapleton. En franchissant la porte, une vague d'angoisse m'a submergé. Étais-je vraiment sur le point de poursuivre mes propres parents en justice? Madame Everhart, une femme aux cheveux argentés coupés courts et au regard bienveillant, s'approcha et me tendit la main. Je suis Justinda. Thomas ne tarit. Pas d'éloge sur vous. Contrairement aux avocats d'affaires que mon père affectionnait, au costume à tout faire et aux poignées de main agressives, Justinda dégageait une assurance tranquille qui me mit immédiatement à l'aise. Elle me conduisit dans une salle de conférence où M. Kellum m'attendait avec une pile de dossiers et un sourire compatissant. Avant de commencer, dit Justinda en s'asseyant en face de moi, je veux que vous compreniez dans quoi vous vous engagez. Les procès familiaux sont compliqués, émotionnellement épuisants et rarement rapides. Êtes-vous prête à cela? Je repensais aux années volées, aux opportunités perdues, aux mensonges qui avaient façonné toute ma vie d'adulte. J'en ai assez de les laisser contrôler mon récit, dis-je fermement. Je veux retrouver mon nom, mon argent et mon indépendance. Justinda hocha la tête, apparemment satisfaite de ma résolution. Alors commençons. Au cours des 3 heures qui suivirent, nous exposâmes mon dossier. Violation d'obligations fiduciaires, détournement de biens, usurpation d'identité et falsification de documents. Mes parents avaient non seulement violé ma fiducie, mais aussi de nombreuses lois. La bonne nouvelle, a déclaré M. Kellum, c'est que la tenue méticuleuse des dossiers de votre grand-père nous donne une base solide. La mauvaise nouvelle, c'est que vos parents ont eu des années pour brouiller les pistes. Ils ont probablement déplacé des biens, créé de fausses traces écrites, peut-être même détruit des preuves, a ajouté Ginda. Nous devons agir vite avant qu'ils ne puissent en cacher davantage. À la fin de la réunion, un plan était en place. Justinda déposerait des injonctions d'urgence pour geler les actifs liés à ma fiducie. M. Kellum gérerait les communications avec l'équipe juridique de mes parents, et j'entamerai le pénible processus de documentation de chaque cas de manipulation financière dont je me souviendrai. À la fin de la réunion, Justinda m'a tendu sa carte avec son numéro de portable personnel inscrit au dos. L'abus financier reste un abus, Laurel. Ne laissez personne vous dire le contraire. 2 jours plus tard, les assignations à comparaître ont commencé à pleuvoir. Mes parents, Elliot, leur banque, le concessionnaire automobile, l'agence immobilière qui s'était occupée de l'appartement de Portland, tous avaient reçu l'ordre de conserver les archives et de fournir les documents. La première réaction de mon père fut d'engager Preston Wallace, l'avocat le plus agressif de l'État. Ils prennent ça au sérieux, remarqua grand-père quand je le lui ai dit. Nous étions assis sur sa balancelle, à regarder un orage d'été déferler sur le lac. Il avait insisté pour que je reste avec lui pendant la bataille juridique, m'offrant à la fois un soutien émotionnel et une distance de sécurité avec mes parents. « Tu t'attendais à moins de papa ?» demandai-je en essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais. Non. La main de grand-père tremblait légèrement lorsqu'il prit son thé.
Dwight a toujours été stratégique. J'ai remarqué que grand-père semblait plus fragile ces derniers temps, plus lent, oubliant des détails. Quand je lui en ai parlé, il a balayé mes inquiétudes. Juste fatigué, ma Laurel. Rien d'inquiétant, mais j'étais inquiète. Le stress du procès ne pouvait pas lui être bénéfique. Une semaine après le début des procédures, Elliot m'a appelé. J'ai failli décliner, mais la curiosité l'a emporté. Laurel, a-t-il commencé d'une voix inhabituellement hésitante. Je veux aider. J'ai ri amèrement. Tu as assez aidé, tu ne trouves pas? Non, je suis sérieux. Je témoignerai de tout. La voiture, l'appartement, les faux papiers, tout. J'ai resserré ma prise sur le téléphone. Pourquoi ce soudain changement d'avis? La conscience coupable qui te rattrape enfin. En partie, a-t-il admis, mais aussi Jessica est enceinte. Nous allons avoir une petite fille. Sa voix s'est brisée. Je n'arrête pas de penser à ce que papa a fait, à ce que je l'ai aidé à faire. Je ne supporterai pas que quelqu'un traite ma fille de cette façon. J'aurais voulu rester en colère, lui dire que c'était trop peu, trop tard. Mais quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis notre enfance, m'a fait réfléchir. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Ai-je demandé prudemment. Tout ce que je sais, les noms, les dates, les comptes, en échange de ne pas porter plainte contre moi. Il a pris une inspiration tremblante. Je sais que je ne le mérite pas, mais je ne réparerai pas tout ça, Laurel. Vraiment. Ce soir-là, j'ai rencontré Justinda pour discuter de l'offre d'Elliot. Elle était sceptique, mais pragmatique. Son témoignage pourrait faire toute la lumière sur cette affaire, a-t-elle admis. Et tes parents auraient plus de mal à le prendre pour confus ou vindicatif. En quelques jours, Elliot avait signé un accord d'immunité et fourni une déclaration sous serment détaillant des années de manipulation financière. Le document était accablant, décrivant non seulement la voiture et le fonds fiduciaire, mais aussi des vols plus mineurs que je n'avais même pas encore découverts. Des chèques d'anniversaire de parents qui ne m'ont jamais été versés. Un petit héritage d'une grand-tante. Même des droits d'auteur sur une illustration de livre pour enfants que j'avais réalisé à l'université. Ils n'ont vraiment rien laissé de côté, n'est-ce pas? Ai-je dit à Justinda en examinant la déclaration d'Elliot. Elle m'a serré l'épaule. Les gens comme tes parents ne savent pas s'arrêter. C'est comme ça qu'ils se font prendre. L'affaire prenait de l'ampleur lorsqu'une journaliste locale, Sarah Reeves, m'a contacté. Elle avait entendu parler du procès et souhaitait m'interviewer pour un article sur les abus financiers au sein des familles. Je ne sais pas, ai-je dit à grand-père ce soir-là. Rendre public, c'est révélateur. C'est à toi de décider, a-t-il dit doucement. Mais n'oublie pas que le secret n'a jamais protégé que les autres, pas toi. Avant que je puisse me décider, une autre bombe est tombée. Lors d'une perquisition de routine au bureau de grand-père, nous avons trouvé un coffre-fort verrouillé derrière un tableau représentant le lac. À l'intérieur se trouvait une lettre datée d'une semaine après son AVC, adressée à moi et certifiée conforme par son infirmière. Ma très chère Laurel, tout a commencé. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose ne va pas. La voiture n'est que le début. Il y a un fonds fiduciaire à ton nom à la Meridian Bank, numéro de compte 87259-34B. Il y a aussi un appartement à Portland, entièrement payé, qui n'attend que toi pour le réclamer. Ces cadeaux sont sans engagement. Juste mon amour et ma foi en ton brillant avenir. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à Thomas Kellum pour ces questions. Ton grand-père adoré. La lettre comprenait les numéros de compte, les détails de la propriété, et même le numéro d'identification de la BMW. C'était tout ce dont nous avions besoin. Une preuve concrète que les cadeaux de grand-père étaient réels et intentionnels. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du coffre-fort? Lui ai-je demandé, la voix nouée par l'émotion. Grand-père avait l'air gêné. Pour être honnête, je l'avais oublié. L'AVC, il a affecté ma mémoire plus que je ne veux l'admettre. Il a touché la lettre de ses doigts tremblants, mais je savais que quelque chose clochait. Je savais que je devais laisser une trace pour que tu la trouves. Lorsque Justinda a déposé la lettre au tribunal, la défense de mes parents a commencé à s'effondrer. Leur avocat a demandé une rencontre. Ils veulent un arrangement à l'amiable, m'a informé Justinda. Doucement, hors cours, non, ai-je immédiatement répondu. Je veux que nous soyons enregistrés. Je veux qu'un juge entende ce qu'ils ont fait.
La veille de notre première comparution importante au tribunal, ma mère s'est présentée seule au chalet de grand-père. Elle paraissait plus petite, ses vêtements de créateur tombant librement sur sa silhouette, des cernes sous les yeux. 5 minutes, dis-je en sortant sur le porche et en fermant la porte derrière moi. C'est tout ce que tu as. Laurel, s'il te plaît. Sa voix se brisa. Tu dois comprendre. J'essayais de te protéger de quoi? De l'indépendance, du bonheur, des erreurs, du gaspillage de ton potentiel dans des chimères. Elle pleurait, le mascara coulant sur ses joues. Tu ne comprends pas ce que c'est que de voir son enfant sur le point de tout gâcher. De l'école d'art, de son déménagement à Portland, de ma propre vie. Je l'interrompis. Ce n'étaient pas des erreurs, maman. C'étaient mes choix. Des choix que tu m'as volés. Ton père, commença-t-elle. Ne blâme pas papa. Vous étiez tous les deux dans le même bateau. Elle s'effondra sur la balancelle du porche, ressemblant soudain à ses 58 ans. Elias t'a toujours favorisé, murmura-t-elle. Mon propre père, il n'a jamais cru en moi comme il a cru en toi. Sais-tu ce que ça fait de savoir que ton père pense que ton enfant a plus de potentiel que toi? L'espace d'un instant, j'ai entrevu la fille blessée sous l'apparence autoritaire de ma mère. Mais la compassion ne changerait rien à ce qu'elle avait fait. Ça ne justifie pas de me voler, ai-je dit doucement. Rien ne justifie. Elle est partie sans un mot, les épaules voûtées par la défaite. Je l'ai regardée s'éloigner, le cœur vide plutôt que vindicatif. Il n'y avait pas de gagnant dans ce combat, seulement des défaites à des degrés divers. Le lendemain, au tribunal, mon père était froid et posé, le regard fixé devant lui tandis qu'Elliot témoignait contre lui. Ma mère ne pouvait s'empêcher de pleurer. J'étais assise entre Justinda et grand-père, concentré sur sa respiration régulière tandis que des années de tromperie étaient mises à nu. Quand ma mère a témoigné, elle s'est effondrée. Elle a toujours été si spéciale. Elle a sangloté en me faisant signe. Tellement talentueuse. Elias l'a vu. Dwight l'a vu. Tout le monde l'a vu. Je voulais juste la garder près de moi, en sécurité. J'avais peur qu'avec tout cet argent, toute cette liberté, elle parte et ne revienne jamais. Alors, tu l'as volée, demanda Justinda d'une voix douce mais ferme. On a emprunté, insistait ma mère. On allait rembourser. Mais il y avait des urgences et Elliot avait besoin d'aide pour sa maison. Et as-tu falsifié la signature de Laurel Everhart sur des documents juridiques? Justinda l'interrompit. Le silence de ma mère était une réponse suffisante. Contrairement à sa femme, mon père n'a manifesté aucun remords à la barre. Il a parlé de gérer le patrimoine familial de manière responsable et de protéger ma fille des décisions impulsives. Interrogé sur les falsifications, il a affirmé qu'elles avaient été faites avec son consentement tacite en tant que père. L'expression du juge est devenue de plus en plus sévère tout au long de son témoignage. Lorsque mon père a annoncé son intention à Kuntumi pour détresse émotionnelle, j'ai compris que nous en avions une. Le dernier jour de témoignage a amené un témoin surprise, Willa Matthews, mon ami d'enfance qui travaillait maintenant comme expert comptable judiciaire. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Depuis que mes parents avaient mis fin à notre amitié après le lycée. Mademoiselle Matthews, qu'a révélé votre analyse des finances de la famille Everhart, demanda Justinda. Willa me jeta un regard d'excuse avant de répondre. Un schéma systématique d'abus financiers s'étalant sur environ 8 ans. Elle affirma que son attitude professionnelle trahissait notre lien personnel. D'après les documents fournis, Laurel Everhart a été escroqué d'environ 427 685 $ de fonds détournés, sans compter les intérêts potentiels ni les rendements des placements. Le silence se fit dans la salle d'audience. C'était encore pire que ce que j'avais imaginé. À la fin de l'audience, Justinda me serra la main. Tout ira bien, murmura-t-elle. Nous avons gagné. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre de voir combien. 3 semaines après le témoignage final, nous sommes retournés au tribunal pour le verdict. Je portais une simple robe bleue que je m'étais achetée, le premier vêtement que j'avais acheté sans me soucier de l'approbation de mes parents depuis des années. Dans l'affaire Everhart contre Everhart, le juge Michael a commencé ainsi, ce tribunal donne raison à la plaignante, Laurel Everhart. Le soulagement m'a envahi si profondément que j'ai failli manquer la suite de ses paroles. Le jugement était exhaustif. Restitution intégrale de tous les fonds détournés avec intérêt, restitution de tous les biens restants achetés avec mon argent et dommages intérêts punitifs pour la contrefaçon et la fraude. Au total,
près de 500 000 $ me seraient restitués. Mon père a quitté la salle d'audience en trombe sans me regarder. Ma mère a tenté de m'approcher, mais Justinda s'est interposée entre nous, une gardienne discrète dont j'ignorais l'utilité jusqu'à son apparition dans ma vie. Ce n'est pas fini, a murmuré ma mère en passant. La famille est éternelle, Laurel. Cela ressemblait plus à une menace qu'à une promesse de réconfort. Devant le tribunal, les journalistes s'étaient rassemblés. La nouvelle de cette affaire de fraude familiale insolite s'était répandue. Je refusais de commenter, mais voir mon père se protéger le visage des caméras en se précipitant vers sa voiture m'apportait un étrange sentiment de justification. Pour une fois, il ne pouvait contrôler le récit. Les semaines qui suivirent le verdict furent un tourbillon de paperasse, de rendez-vous bancaires et d'adaptation à ma nouvelle réalité. Mon père disparut complètement de la vie familiale, acceptant apparemment un poste de consultant à l'étranger. Ma mère alternait entre des appels larmoyants à la réconciliation et des accusations froides de trahison. Je restais au chalet de grand-père, l'aidant à prendre soin de lui alors que sa santé continuait de décliner. Malgré mes inquiétudes, insistait-il pour m'accompagner à chaque réunion importante. Je ne raterai plus un seul instant de ta vie, ma Laurel, disait-il en me tapotant la main de sa main de plus en plus fragile. En vérité, j'avais besoin de lui. Chaque pas vers l'indépendance était à la fois exaltant et terrifiant. Après des années de manipulation subtile, je remettais en question même les décisions les plus simples. La présence constante de mon grand-père m'a aidé à me calmer lorsque je sentais une vague de fatigue. Un après-midi pluvieux, alors que nous examinions les options d'investissement pour mes fonds fraîchement récupérés, mon grand-père a eu une quinte de toux incessante. Ses lèvres sont devenues bleues et j'ai appelé une ambulance, le cœur battant la chamade. Une pneumonie, m'a expliqué le médecin plus tard dans le couloir de l'hôpital. Et son cœur est plus faible que ne l'indiquait son dernier examen. A-t-il subi un stress inhabituel récemment? J'ai pensé au procès, à la fracture familiale, aux mois de dispute. Oui, j'ai admis avoir beaucoup de stress. Bon, son état est stable pour l'instant, mais il a besoin de repos. Du vrai repos. L'expression du médecin était gentille mais sérieuse, et probablement d'un peu d'aide à domicile à sa sortie. Ce soir-là, assise à côté du lit d'hôpital de mon grand-père, regardant les moniteurs surveiller son rythme cardiaque, j'ai pris une décision. J'emménagerai chez lui définitivement, au moins jusqu'à sa guérison. Il était temps que je m'occupe de lui pour changer. Quand je lui ai dit que je prévoyais de le faire le lendemain matin, il a souri faiblement. Toujours à s'occuper des autres, n'est-ce pas? Comme quand on était petit. Il m'a serré la main. Mais tu as ta propre vie à construire maintenant. Tu es ma vie, grand-père. Ma vraie famille. 2 jours après le retour de grand-père de l'hôpital, Elliot est arrivé au chalet. J'ai failli lui claquer la porte au nez, mais quelque chose dans son expression m'a arrêté. Je ne suis pas là pour me trouver des excuses, a-t-il dit rapidement. Je veux juste aider grand-père. Il a hésité, puis m'a tendu une enveloppe. Jessica et moi allons avoir une fille. Nous voulons l'appeler Laurel, comme toi. Si tu veux. J'ai fixé l'échographie à l'intérieur de l'enveloppe. Ce petit être qui porterait mon nom. Pourquoi? Ai-je demandé, sincèrement perplexe. Après tout ce qui s'est passé, Elliot a baissé les yeux. Parce que tu es la personne la plus forte que je connaisse, et je veux que ma fille le soit aussi. Il a dégluti difficilement. Je suis en thérapie en ce moment, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai suivi papa et maman si longtemps. Pourquoi je t'ai trahi. Je n'attends pas de pardon, Laurel. Je veux juste une chance d'aller mieux. Je ne lui ai pardonné ni ce jour-là ni le lendemain. Mais petit à petit, à mesure qu'il était présent régulièrement pour aider grand-père, qu'il partageait les enseignements de sa thérapie sur les tactiques de manipulation de nos parents, qu'il s'efforçait de se racheter par petites touches, une fissure s'est ouverte dans le mur que j'avais érigé contre lui. Un soir, après le départ d'Elliot, grand-père m'a regardé faire la vaisselle d'un air pensif. Pardonner, ce n'est pas qu'il le mérite, tu sais, a-t-il dit doucement. Il s'agit de se libérer du poids de leur tort. Je me suis essuyé les mains lentement. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Ce n'est pas grave non plus. Il a souri tristement. Certaines blessures ont besoin de temps. Le temps a passé. Grand-père avait des bons et des mauvais jours. J'ai installé un bureau à domicile dans la véranda du cottage et j'ai commencé à accepter des projets de design en freelance, me constituant un portfolio indépendant des relations de mon père.
Pour la première fois, mon travail reflétait véritablement ma vision créative plutôt que ce qui plairait à mes parents ou à leurs amis. Un matin, une lettre recommandée m'est arrivée, écrite de l'élégante écriture de ma mère. Je l'ai longuement contemplée avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 10 pages, déchirée par endroits. Ma mère y racontait son enfance difficile, comment les attentes élevées de son père l'avaient façonnée, comment elle avait projeté ses insécurités sur moi. Elle décrivait sa jalousie envers ma relation avec grand-père Elias, sa peur de l'abandon, sa descente progressive vers un comportement autoritaire qu'elle justifiait par une forme de protection. Je n'ai rien fait de tout cela, écrivait-elle vers la fin. Je suis en consultation chez une thérapeute. Elle dit que j'ai des tendances narcissiques que je n'ai jamais abordées. Je ne sais pas si je pourrais changer à mon âge, mais je veux essayer. Non pas pour te reconquérir. Je ne le mérite pas, mais parce que je ne veux jamais blesser personne comme je t'ai blessé. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai soigneusement pliée et rangée. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Un jour, je serai peut-être prête à la relire. Pendant ce temps, je construisais des liens que je choisissais. Willa et moi avons ravivé notre amitié, nous retrouvant chaque semaine pour prendre un café et discuter. Justinda est devenu mon mentor, m'aidant à gérer ma nouvelle indépendance financière avec sagesse et humour. J'ai également rejoint un groupe de soutien pour les victimes de maltraitance financière familiale, trouvant la solidarité dans les expériences partagées. 6 mois après le procès, j'ai utilisé une partie de mes fonds récupérés pour lancer un petit studio de design spécialisé dans le branding pour les artistes et les petites entreprises locales. Je le dirigeais depuis le chalet de mon grand-père, transformant un ancien hangar à bateaux en espace de travail. Mon premier client était un habitant du coin. Un potier dont grand-père collectionnait les œuvres depuis des années. Quand je lui ai montré le coffret de marque que j'avais créé, ses yeux se sont remplis de larmes. « J'ai toujours su que tu ferais des choses remarquables, Laurel, a-t-il dit. Si seulement tu en avais la chance. J'ai cette chance maintenant, lui ai-je dit en lui serrant la main. Grâce à toi, les saisons ont changé. L'automne a peint les arbres autour du lac d'oranges et de rouges éclatants. L'hiver a apporté la neige qui a recouvert le chalet d'un blanc apaisant. Le printemps est arrivé avec de nouvelles pousses vertes et un renouveau. Et grand-père Elias s'est affaibli. Je le savais. Les médecins m'avaient prévenu que son cœur s'affaiblissait progressivement. Mais savoir ne m'a pas aidé à le voir décliner. Cet homme qui m'avait sauvé, qui avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. Ne sois pas si morose. M'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur la véranda, emmitouflés dans des couvertures malgré la douceur du mer. J'ai eu une belle carrière. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais aussi quelques bonnes choses. Plus qu'un, peu, dis-je en essayant de garder une voix posée. Il me tapota la main. Le fonds fiduciaire n'était que de l'argent, ma fille Laurel. Le véritable héritage que je voulais te léguer, c'était le courage, la confiance en soi. Ses yeux bleus, toujours brillants malgré sa puissance, soutenaient les miens. Personne ne peut te les enlever. Plus jamais. 2 semaines plus tard, par une belle matinée d'été, grand-père Elias s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Je le trouvai serein, un léger sourire aux lèvres, les premières lueurs de l'aube filtrant par sa fenêtre. Les funérailles furent modestes, comme il l'aurait souhaité. Elliot et Jessica arrivèrent avec la petite Laurel, maintenant âgée de 6 mois, qui gazouillait dans les bras de son père. Quelques vieux amis de grand-père étaient présents. Ma mère arriva seule, debout au fond, sans s'approcher de moi, mais hochant respectueusement la tête lorsque nos regards se croisèrent de l'autre côté de la pièce. Mon père ne vint pas. Je prononçai l'éloge funèbre, parlant non pas d'héritage ni de batailles illégales, mais d'un homme qui m'avait appris à pêcher à 7 ans, qui m'avait encouragé à dessiner lorsque mes parents pragmatiques me poussaient à la comptabilité. Court, qui m'avait montré ce qu'était l'amour inconditionnel. Grand-père Elias croyait en une vie authentique. Je l'ai dit à la petite assemblée. Il avait bâti sa réussite sur le travail acharné et l'intégrité, mais il mesurait sa valeur aux vies qu'il touchait, et non à la richesse qu'il accumulait. Finalement, son plus beau cadeau n'était pas la sécurité financière. Il m'a montré comment rester fidèle à ma propre vérité. Après la cérémonie, tandis que les gens se mêlaient tranquillement autour d'un café et de sandwichs, Elliot s'est approché, sa fille dans les bras. « Elle a tes yeux », ai-je dit en souriant au bébé qui me regardait solennellement. « Et j'espère que ton esprit », a-t-il répondu. « L'aile, je... » Il déglutit difficilement. « Merci de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui,
de m'avoir permis de lui dire au revoir. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. La petite Laurel a tendu la main et a attrapé mon doigt, sa poigne étant étonnamment forte pour quelqu'un d'aussi petit. « Veux-tu être sa marraine ?» a demandé Elliot soudain. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je veux qu'elle te connaisse, qu'elle apprenne de toi. » J'ai regardé ce petit homonyme, cette nouvelle génération qui méritait mieux que l'héritage de secrets et de contrôle dans lequel j'avais grandi. « Oui » ai-je dit doucement. « J'en serais honoré. » Le cottage m'appartenait désormais. Grand-père avait mis à jour son testament après notre réconciliation pour éviter toute contestation. J'en ai fait ma demeure permanente, l'emplissant de couleurs et de lumière, préservant son essence tout en la personnalisant. Willa a rejoint mon studio de design en tant qu'associé, apportant son expertise financière à ma vision créative. Ensemble, nous avons construit ce qu'aucun de nous n'aurait pu accomplir seul. Le design d'Evrard et Matthew, a-t-elle dit un jour en admirant notre nouvelle enseigne, sonne bien. C'est vrai, ai-je acquiescé, ressentant une vague de fierté. C'était à moi. Gagné dans la douleur, mais construit dans la joie. Le jour de ce qui aurait dû être le 81e anniversaire de grand-père, j'ai reçu un petit colis de son avocat. À l'intérieur se trouvait une montre de poche ancienne avec un mot à remettre à Laurel Everhart pour le premier anniversaire du décès d'Elias Everhart. La montre était en or, finement gravée, et son tic-tac continuait de fonctionner. À l'intérieur du boîtier, fraîchement gravé, figurait l'inscription « Tu as toujours été destiné à diriger ». Ce soir-là, j'emportais mon journal jusqu'au bout du quai, les pieds dans l'eau fraîche du lac tandis que le soleil se couchait. J'ouvris une nouvelle page et écrivis, il y a 2 ans aujourd'hui, une simple question lors de mon dîner d'anniversaire a tout changé. La voiture roule-t-elle toujours bien? Depuis, j'ai perdu et retrouvé des membres de ma famille, récupéré ce qui avait été volé et découvert des forces que je ne soupçonnais pas, ils ont pris l'argent. Ils ont menti. Mais j'ai découvert quelque chose de bien plus puissant. Je fermais le journal et contemplais l'eau, observant la lumière jouer à sa surface. Le chalet derrière moi était chauffé par les lampes que j'avais allumées plus tôt. Mes esquisses étaient étalées sur la table à manger. Mon agenda était rempli de clients et d'engagements que j'avais choisis. Je pensais à grand-père Elias, à son courage et à sa gentillesse. Je repensais à la douleur et à la trahison qui m'avaient amené ici, et à la liberté que j'avais trouvée de l'autre côté de cette obscurité. Me levant du quai, je retournai au cottage, mon chez-moi désormais, dans tous les sens du terme. À l'intérieur, je caressais les murs familiers, souris aux photos que j'avais encadrées, humais le parfum des fleurs que j'avais cueillies dans le jardin ce matin-là. C'est à moi, murmurai-je aux pièces silencieuses. Finalement, tout m'appartient. Pas seulement la propriété ou les possessions, mais ma vie elle-même, mes choix, mon avenir, les choses que mes parents avaient essayé de contrôler sans jamais pouvoir vraiment posséder. En parcourant le cottage, éteignant les lumières pour la nuit, je me suis arrêté devant le vieux bureau de grand-père, où je travaillais désormais chaque jour. Il était posé sur le projet dont j'étais le plus fier, des brochures pour une nouvelle fondation que j'avais créée pour aider les jeunes adultes à reconnaître et à échapper à l'exploitation financière. Son nom, le Fonds Elias, pour construire l'indépendance. Car certains héritages ne se mesurent pas en dollars, mais en vies transformées. Et c'était une vérité que mes parents n'avaient jamais comprise. Que feriez-vous si vous découvriez que toute votre vie d'adulte avait été bâtie sur des mensonges? Qui deviendriez-vous une fois libéré? Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la reconquête du pouvoir face à ceux qui n'auraient jamais dû le prendre. Au moment où grand-père Elias m'a posé une question désinvolte sur une voiture qu'il m'avait achetée, une voiture que je n'avais jamais vue, j'ai vu mes parents se figer comme des criminels pris dans des projecteurs. Dans ce battement de cœur. De silence stupéfait, 26 ans d'éclairage au gaz, des conseils financiers et des opportunités de disparition mystérieuse avaient soudainement un sens terrible. Mes parents ne m'avaient pas protégé. Ils m'avaient systématiquement volé à la fois de mon héritage et de mon indépendance. Ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est que la fille qu'ils avaient travaillé si dur pour contrôler avait hérité de la colonne vertébrale de son grand-père avec son fonds en fiducie. Ils pensaient qu'ils enterraient mon avenir. Ils ne s'attendaient pas à ce que je l'utilisais comme base pour construire le mien. Le soleil de la fin de juin s'écoulait à travers les baies vitrées de la maison de pays de mes parents, jetant de longs rectangles dorés à travers la table de la salle à manger. Mon 26e dîner d'anniversaire battait son plein, avec des lasagnes maison de ma mère, ma limonade de framboise préférée et un gâteau au chocolat décoré de bougies qui semblaient danser dans la brise d'été qui traverse les fenêtres ouvertes. À Laurel,
Mon père Dwight leva son verre, ses cheveux coulants en argent attrapant la lumière. 26 ans à nous rendre fiers. Que ce soit votre meilleure année à ce jour. Tout le monde des lunettes teintées et j'ai souri, essayant de ignorer le nœud familier dans mon estomac qui s'est formé chaque fois que mon père parlait de mes réalisations. La vérité était que je n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup à célébrer. À 26 ans, je vivais toujours dans le petit appartement que mes parents m'avaient aidé à trouver à seulement 15 minutes de leur maison. Je travaillais dans la société de conception graphique où l'ami de mon père m'avait donné un poste et je payais toujours la montagne de prêts étudiants qui ne semblait jamais diminuer malgré mes paiements mensuels. Ma mère Vivian a touché mon bras. Chérie, tu avais l'air fatiguée. Ce travail vous travaille trop dur? Sa préoccupation semblait authentique, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui contrôlait à laquelle je m'habituais au fil des ans. Je suis maman juste occupée avec le comte Peterson. J'ai pris une autre gorgée de limonade, espérant changer le sujet. Les toppés à cupcakes obtiennent des critiques élogieuses. La sonnette a sonné et le visage de ma mère s'est allumé. Ce doit être votre grand-père. Mon cœur s'est réchauffé instantanément. Grand-père Elias était celui que je me sentais toujours vraiment compris. Il a vécu à 3 heures dans son petit chalet au bord du lac et moi je ne l'avais pas vu depuis plus de 2 ans. Pas depuis avant la pandémie quand il avait subi un léger accident vasculaire cérébral. Mes parents avaient toujours fait des excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas lui rendre visite plus souvent. Et quand j'avais suggéré de conduire pour le voir moi-même, mon père avait cité des inquiétudes concernant la fiabilité de mon ancien Honda pour un si long voyage. Lorsque grand-père Lia est entré, j'ai presque renversé ma chaise se précipitant pour le serrer dans ses bras. Il semblait plus petit que je ne me souvenais, plus fragile, mais ses yeux bleus vifs tellement comme les miens, scintillaient avec le même méfait et la même sagesse. Il y a mon laurier, a-t-il dit, m'embrassant fermement. Joyeux anniversaire, ma chérie. Mon frère Elliot est arrivé tard comme d'habitude avec sa femme Jessica en remorque. Il a travaillé dans la société d'investissement de mon père et avait toujours été l'enfant d'or, financièrement stable, marié avec une maison en banlieue que mes parents l'avaient aidé à acheter en cadeau de mariage. Grand-père Elias a raconté des histoires sur ses voyages de pêche. Jessica a partagé des nouvelles de sa promotion récente, et ma mère s'est effondrée sur les assiettes de tout le monde. Pendant un moment, cela semblait normal, paisible, même jusqu'au dessert. Alors que ma mère commençait à couper des tranches de gâteau au chocolat, grand-père Lia s'est tourné vers moi avec un sourire décontracté. Alors, Laurel, est-ce que cette voiture que je t'ai achetée est toujours en douceur? La pièce est devenue silencieuse. Ma fourche a plané à mi-chemin de ma bouche alors que la confusion me lavait. Quelle voiture? Le sourire de grand-père vacilla. La BMW que j'ai achetée pour votre 24e anniversaire. Vous savez, celui que nous avons choisi ensemble lorsque je vous ai rendu visite à l'université pendant votre dernière année. Il regarda autour des visages soudainement encore. J'ai transféré l'argent sur votre compte il y a 2 ans, assez pour la compte et la première année de paiement. Je l'ai regardé fixement. Grand-père, je n'ai jamais eu de voiture de toi. Je conduis toujours ma vieille Honda. Mes parents ont échangé un rapide coup d'œil qui a envoyé des frissons dans ma colonne vertébrale. Mon père s'éclaircit la gorge. Papa, je pense que tu es confus. Vous n'avez jamais acheté une voiture à Laurel. Les yeux de grand-père se plissèrent. Dwight, n'essaie pas de me dire que je suis confus. Je suis peut-être vieux, mais mon esprit est aussi net. Il se retourna vers moi. Laurel, je vous ai envoyé les documents. Une série BMW 3 bleue. Vous avez dit que c'était votre voiture de rêve. La température ambiante semblait baisser 10 degrés. La main de ma mère secoua légèrement alors qu'elle posa le couteau à gâteau. C'était juste après mon coup. Grand-père continua, sa voix poussant plus ferme. Je voulais m'assurer que vous aviez un transport fiable. J'en ai parlé à vos parents quand ils sont venus m'aider à récupérer. Le rire de mon père semblait forcé. Papa, tu étais sur beaucoup de médicaments après ton coup. Vous devez avoir rêvé cela, mais quelque chose dans les yeux de mon grand-père, une certitude, une clarté, a fait tourner mon estomac. J'ai regardé ma mère, dont le visage était devenu blanc à la craie. Mon frère est soudain devenu très intéressé par sa serviette. Je n'ai jamais eu de voiture, grand-père. Dis-je doucement. Je vous aurais appelé 1000 fois pour vous remercier si je l'avais fait. Grand-père Elias repoussa lentement sa chaise, ses jointures blanches autour de sa canne. Dwight, Vivien, un mot maintenant.
Ils l'ont suivi dans la cuisine, et bien qu'ils aient parlé dans des voix feutrées, la tension a fui à travers la porte balançante. Je me suis assis gelé, mon esprit courir pour donner un sens à ce qui se passait. Jessica a évité mes yeux. Elliot a continué à agiter avec son alliance, une habitude nerveuse qu'il avait depuis son enfance. Tu sais quelque chose, j'ai chuchoté à mon frère. Que se passe-t-il? Avant que Elliot ne puisse répondre, grand-père Elias est sorti de la cuisine, son visage rougi de colère. Sans un mot à personne, il a attrapé son manteau et s'est dirigé vers la porte. Grand-père, attendez. J'ai appelé, me précipitant après lui. Laisse-moi te ramener à la maison. Il s'arrêta, sa main sur le bouton de la porte. Non, j'ai besoin de penser, mais je serai en contact très bientôt. Il embrassa ma joue et chuchota. Quelque chose n'est pas ici. Faites confiance à votre instinct. Après son départ, mes parents sont retournés dans la salle à manger avec 4 sourires. Votre grand-père a toujours été un peu excentrique, a dit mon père en douceur. Surtout depuis son accident vasculaire cérébral. De quoi parlait-il? J'ai demandé. Honnêtement, chérie, nous n'en avons aucune idée. Dit ma mère, sa voix a changé, mais ses yeux tranchants. Vous savez comment les personnes âgées peuvent être confuses. Mais grand-père Elias n'était pas confus. Il était beaucoup de choses têtues, opinionnées, parfois bourrues, mais jamais confuses. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je ne pouvais pas dormir. Quelque chose de toute la soirée se sentait mal, comme un puzzle avec des pièces qui ne convenaient pas tout à fait. Je me suis souvenu de la rapidité avec laquelle mes parents avaient rejeté les affirmations de grand-père, comment ils ont essayé de le faire sonner. J'ai repensé au cours des 2 dernières années. Il y avait eu des moments étranges. Les documents que mon père m'avait demandé de signer quand je me précipitais entre les quarts de travail au travail. Mail que ma mère avait proposé de faire pour moi quand j'étais submergé de délais, des déclarations bancaires que je n'ai jamais semblé recevoir après que mes parents aient suggéré de passer au vert avec des déclarations électroniques. Ensuite, je me suis souvenu d'une lettre certifiée que grand-père avait mentionnée lors d'un appel téléphonique l'année dernière, quelque chose d'important qu'il voulait s'assurer que j'avais reçu. Quand je lui ai dit que cela n'était pas arrivé, il avait l'air inquiet, mais a dit qu'il serait suivi. D'une manière ou d'une autre, dans le chaos du travail et de la vie, j'avais tout oublié. Assis dans mon lit, j'ai attrapé un cahier et j'ai commencé à faire une liste. Trouver le reçu de courrier certifié. Vérifier les relevés bancaires pour les grands dépôts. Rechercher des documents avec ma signature. Appeler le DMV sur l'enregistrement de la voiture en mon nom. Une voiture que je n'ai jamais reçue. L'argent que je n'ai jamais vu. Quelque chose ne va pas seulement. Il était délibérément caché. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, j'ai commencé à me demander si les parents qui prétendaient vouloir ce qui était le mieux pour moi avaient toujours menti. Le matin après mon dîner d'anniversaire, j'ai appelé malade pour travailler. Mes mains tremblaient alors que je creusais mon tiroir indésirable, à la recherche de toute trace de cette lettre certifiée que grand-père avait mentionnée. Rien. Mon appartement était petit, une chambre avec à peine assez d'espace pour mes meubles et fournitures d'art d'occasion. Mes parents avaient insisté sur le fait que cet endroit était parfait pour l'instant lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, m'éloignant des complexes plus agréables à travers la ville. Vous ne voulez pas vous surpasser financièrement, avait dit mon père, me tapotant l'épaule. Croyez-moi, je sais ces choses. Je leur faisais confiance toute ma vie. Peut-être que c'était ma première erreur. Après 1 heure de recherche, j'ai trouvé ce que je cherchais. Pas la lettre elle-même, mais un avis de livraison USPS a raté il y a près de 2 ans. La date correspondait à la période juste après le grand papin. J'avais travaillé des heures supplémentaires cette semaine, couvrant un collègue. Ma mère avait proposé de vérifier mon courrier. L'avis a été froissé comme si quelqu'un l'avait tapissé avant de changer d'avis et de le lisser à nouveau. L'écriture de ma mère était dans le coin. Pris en charge. Mais comment et par qui? Je me suis rendu au bureau de poste, saisissant l'avis. Le greffier plus âgé au comptoir, Martin, selon son nom, l'a regardé sceptiquement. C'est assez vieux, a-t-il dit. Mais je peux vérifier le numéro de suivi. Quelques minutes plus tard, il est revenu. Signé et livré le 18 avril 2023. Qui a signé pour cela? Ai-je demandé, ma bouche sèche. Il a tourné l'écran pour que je puisse voir. Il y avait mon nom dans l'écriture manuscrite qui ressemblait à la mienne, mais ne l'était pas.
Ce n'est pas ma signature, murmurai-je. L'expression de Martin s'adoucit de préoccupation. Si vous pensez qu'il y a une fraude par courrier impliquée, vous devez déposer un rapport. Vous souvenez-vous de quelque chose à propos de cette livraison? Cela aurait été une lettre certifiée. Il secoua la tête, puis s'arrêta. Attendez, était-ce d'un gentleman âgé? Cheveux blancs, marche avec une canne. Mon cœur a battu. Oui, c'est mon grand-père. Je me souviens de lui. Bel homme. Il est venu à quelques reprises en demandant ce package. Semblait vraiment inquiet, il vous arrive en toute sécurité. A déclaré qu'il contenait des documents de carte et un chèque bancaire. Une vague froide m'a lancé. Donc, grand-père n'avait pas été confus après tout. Mon prochain arrêt était le DMV. Après avoir attendu 2 heures, j'ai finalement atteint le comptoir et j'ai expliqué que je devais vérifier s'il y avait des véhicules enregistrés à mon nom. Le greffier a tapé sur son clavier. Oui, il y a eu une série BMW 2023 enregistrée pour vous il y a environ 2 ans. Ma voix a-t-elle été craquée? Il a été transféré à un autre propriétaire l'année dernière. Elle a tourné l'écran, me montrant le document de transfert avec ma signature en bas. Une signature que je n'avais jamais écrite. Puis-je obtenir une copie de ce document? 10 minutes plus tard, je me suis assis dans ma voiture en regardant le papier. La contrefaçon était bonne, mais pas parfaite. Celui qui avait signé mon nom avait fait le L à Laurel Tulupi avait traversé le T à Everard trop haut. De petits détails, personne ne le remarquerait à moins qu'il ne cherche. Je cherchais définitivement maintenant. Mon téléphone a bourdonné un SMS de ma mère. Comment te sens-tu, ma chérie? Avez-vous besoin de soupe? Comme si tout était normal. Comme s'il ne m'avait pas menti depuis des années. Je l'ai ignoré et j'ai conduit à ma banque. Le caissier n'a trouvé aucun dossier d'un grand dépôt d'il y a 2 ans, ce qui ne m'a pas surpris. Si mes parents avaient intercepté la lettre de grand-père, ils auraient pu intercepter quoi que ce soit. J'aimerais voir toutes les activités de compte au cours des 3 dernières années. J'ai dit, nous devrons tirer des archives, a expliqué le caissier. Cela pourrait prendre quelques jours. C'est bien. J'ai quitté ma demande et je suis rentré chez moi, mon esprit tournant avec des possibilités. Aucun d'entre eux ne bon. Ce soir-là, mes parents se sont présentés dans mon appartement à l'improviste, portant des prises à emporter et des sourires concernés. Colombe de mon père a rempli mon petit salon alors qu'il s'inscrivait sur mon canapé comme s'il le possédait. Nous étions inquiets lorsque vous n'aviez pas répondu au SMS de votre mère, a-t-il dit, en déballant des contenants de nourriture que je n'avais pas demandé. Pour le DMV, j'ai dit sans préambulation. Plus net que je ne le pensais. Je suis confus. C'est ce que vous avez dit grand-père. Ma mère s'est avancée. Son visage un masque de préoccupation. Ma chérie, ton grand-père a du mal depuis un coup. Tu le sais. Le bureau de poste se souvient de lui avoir envoyé des documents de voiture et un chèque. Documents que je n'ai jamais reçus parce que quelqu'un d'autre a signé pour eux. J'ai rencontré les yeux de mon père. Quelqu'un a forgé ma signature 2 fois. L'expression de mon père s'est endurcie. Vous sautez à des conclusions sauvages en fonction des délires de votre grand-père. Êtes-vous sûr que vous ne rencontrez pas quelque chose? Vous semblez fiévreux. Ma mère a pressé une main fraîche sur mon front avant de pouvoir m'éloigner. Vous travaillez vous-même pour rien, chérie. Vous devriez peut-être vous allonger. Leur éclairage au gaz était si lisse, alors pratiqué que pendant un moment je les croyais presque. Presque. Sortez, dis-je tranquillement. Laurel, ma mère a commencé. Sortez. J'ai crié, surprenant même moi-même. J'ai besoin de penser sans toi ici en essayant de me faire douter de moi-même. Ils sont partis à contre-cœur, ma mère pressant un baiser contre ma joue qui ressemblait à une marque. Mon père ne m'avertit pas pour faire quoi que ce soit. L'appartement se sentait plus vide, mais en quelque sorte moins suffocant après leur départ. J'ai passé les 3 prochains jours à creuser. J'ai demandé des rapports de crédit, des relevés bancaires, des dossiers de propriété, tout ce qui pourrait montrer ce qui était arrivé au cadeau de grand-père. Le 4e jour, je l'ai trouvé. Le numéro VIN pour la BMW et les dossiers montrant qu'il avait été vendu à un concessionnaire à Riverside. Lorsque j'ai appelé le concessionnaire, ils ont confirmé la vente. La voiture avait été échangée par Elliot Everhart, mon frère.
Je l'ai confronté cette nuit-là chez lui pendant que Jessica était dans son club de lecture. Au début, il a essayé de tout nier, mais Elliot n'avait jamais été un bon menteur. Maman et papa ont dit que c'était pour votre bien. Il a finalement admis, s'effondrant sur ses marches de Porsche. Ils ont dit que vous n'étiez pas prêt pour une voiture comme celle-là, que vous seriez téméraire, vous endetter. Donc, ils vous ont fait le vendre. J'étais incrédule. Ils ne rencontreraient pas mes yeux. Ils m'ont promis une coupe si je le gérais tranquillement. 20 000 $ pour notre acompte. Il a fait signe à la maison derrière lui, la maison que je pensais qu'il l'avait aidé à acheter comme cadeau de mariage. Vous avez vendu ma voiture que grand-père m'a achetée et utilisé l'argent pour votre maison. Ma voix trembla de rage. Laurel, tu dois comprendre. Papa a dit que grand-père devenait des scriples, prenant des décisions téméraires. Papa a dit qu'il te protégeait. En me protégeant en me volant? En me mentant? Des larmes ont brûlé dans mes yeux. En forgeant ma signature. Elliot tressaillit. C'était l'idée de papa. Il a dit que vous ne le remarqueriez jamais. Et je ne l'avais pas fait. Ce n'est que lorsque la question innocente de grand-père avait tout ouvert. Combien grand-père a-t-il donné pour la voiture? J'ai demandé. Elliot a avalé dur. 50 000. Et il y avait un fonds en fiducie pour votre éducation, votre logement, votre monnaie de démarrage pour votre propre entreprise de conception un jour. Mes genoux se sont presque bouclés. Un fonds en fiducie. Combien? Je ne sais pas exactement. Beaucoup. Papa est devenu ton administrateur après grand-père coup. Il a dit que tout était légal. J'ai pensé aux prêts étudiants qui m'écrasaient chaque mois. Le petit appartement. Le travail d'entrée de gamme que je ne pouvais pas partir parce que mes parents m'avaient convaincu que je ne trouverais rien de mieux. Il y a plus. Murmura Elliot comme s'il pourrait être malade. Il y a une procuration. Papa a dit que vous l'aviez signé lorsque vous aidiez avec les documents médicaux de grand-père après son accident vasculaire cérébral. Mais je ne l'avais pas fait. Une autre contrefaçon. Un autre mensonge. J'ai quitté la maison parfaite d'Elliot et j'ai conduit directement à la seule personne qui pourrait avoir des réponses. La seule personne qui avait essayé de m'aider depuis le début. Grand-père Elias vivait dans un modeste chalet au bord du lac qui était dans notre famille depuis des générations. Quand je suis arrivé à l'improviste, il était assis sur son porche comme s'il m'attendait. Je savais que tu le découvrirais finalement. Dit-il, sa voix fatiguée, mais ses yeux clairs. Vous avez toujours été intelligent. À l'intérieur, sur des tasses de thé qui ont fait du froid pendant que nous parlions, il m'a tout dit. Comment il avait réglé utiliser un fonds en fiducie pour moi à ma naissance. Comment il y avait ajouté au fil des ans, voulant que j'aie la liberté de poursuivre mes rêves sans inquiétude financière. Comment mes parents avaient progressivement pris le contrôle après un accident vasculaire cérébral, en utilisant une procuration que je n'ai jamais signée. Je leur ai fait confiance, a-t-il dit, ses mains altérées tremblant. C'étaient vos parents. Je n'ai jamais pensé. Combien était dans la fiducie, grand-père? Demandai-je tranquillement. Il m'a regardé avec des larmes aux yeux. Près de 400 000 $ avec intérêt. La pièce semblait tourner autour de moi. 400 000 $. L'argent qui aurait pu me libérer de la dette, m'a aidé à démarrer ma propre entreprise, m'a acheté ma propre maison, tout parti. Je suis vraiment désolé, Laurel. Dit grand-père, sa voix se brise. J'aurais dû mieux vous protéger. Ce n'est pas de ta faute, j'ai chuchoté, bien que mon esprit soit sous le choc. Vous avez essayé de me le dire. Il tendit un tiroir et sortit un petit enregistreur. Après avoir commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, j'ai enregistré quelques conversations au cas où. Il a pressé le jeu. La voix de ma mère a rempli la pièce, tranchante et défensive. Papa, tu dois arrêter d'interférer. Nous savons ce qui est le mieux pour Laurel. Elle n'est pas prête pour ce genre de responsabilité. Elle souffle cet argent en un an. Ce n'est pas votre décision, Vivien. La voix enregistrée de grand-père a répondu. J'ai mis cet argent de côté pour son avenir, pas pour vous de contrôler. Nous la protégeons, a insisté ma mère. Elle a toujours été impulsive, facilement influencée. Vous vous souvenez de cette non-sens de l'école d'art? Elle a besoin de conseils. École d'art. Le rêve que j'avais abandonné parce que mes parents m'avaient convaincu que c'était peu pratique, inabordable.
Mais avec le fonds fiduciaire de grand-père, il aurait été à portée de main. L'enregistrement s'est poursuivi, révélant des années de manipulation et de mensonges. Quand il s'est finalement terminé, je me suis assis dans un silence stupéfait. Que dois-je faire maintenant? J'ai finalement demandé. Grand-père m'a tendu la main. Vous vous battez, Laurel. Vous récupérez ce qui vous appartient, et je serai juste à côté de vous. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti quelque chose se déplace en moi. Une détermination silencieuse remplaçant le doute qui y avait été planté par les personnes auxquelles j'aurais dû faire confiance. Grand-père Elias a insisté pour que je reste dans son chalet ce soir-là. Alors que je m'allongeais dans la chambre d'amis, entouré d'un papier peint fané et du coup doux des vagues de lac contre le rivage, je me sentais à la fois brisé et en quelque sorte plus fort que jamais. Le lendemain matin, grand-père était déjà éveillé lorsque je suis descendu. Des papiers se répandent sur sa table de cuisine. Je suis debout depuis l'aube, a-t-il dit, ne levant pas les yeux de son travail. Je traversais tout ce que je pouvais trouver sur votre confiance. Son visage était tiré de fatigue, mais ses yeux ont brûlé avec un but. C'était l'homme dont ma mère parlait rarement. L'homme d'affaires prospère qui s'était construit de rien, qui avait survécu à la perte de sa femme Young et a élevé ma mère seule. L'homme qui avait toujours cru en moi. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit, glissant un dossier vers moi. À l'intérieur se trouvait une copie de l'accord de confiance initial qu'il avait établi à ma naissance, ainsi que des déclarations annuelles montrant des contributions régulières. La déclaration la plus récente datée juste avant son accident vasculaire cérébral a montré un solde de 387 453 $ et 78 cents. Il n'arrêtait pas de dire que tu n'étais pas assez responsable, a déclaré grand-père amèrement. Mais regardez-vous en travaillant 60 semaines dans cette entreprise, en payant vos propres factures, ne vous demandant jamais de documents malgré les prêts qu'ils vous laissent contracter. J'ai regardé les chiffres, essayant de traiter l'ampleur de ce qui m'avait été volé. Les prêts étudiants, ai-je dit lentement. Je n'aurais jamais eu besoin d'eux. Le visage de grand-père s'assombrit. La confiance a été spécifiquement mise en place pour votre éducation. C'est pourquoi je me suis ajouté même après avoir obtenu mon diplôme. Je savais que vous vouliez obtenir une maîtrise un jour. La maîtrise en conception graphique que j'avais abandonnée car elle semblait financièrement impossible. Un autre rêve écrasé par la fiction que mes parents avaient créée. Il y a autre chose, dit grand-père avec hésitation. Quelque chose que j'ai reconstitué à partir des dossiers bancaires. Il a sorti un autre fichier. Il y a eu un condo acheté à votre nom il y a environ 1 an et demi à Portland. Mon cœur a sauté. Portland, où j'avais toujours parlé de déménager, où la scène du design prospère. Une maison de démarrage, a continué grand-père. J'avais mentionné à votre père comment vous avez toujours aimé cette ville. Il doit avoir utilisé de l'argent en fiducie pour la compte, le mettre en votre nom, puis l'a vendu. J'ai fini de me sentir malade sans que je sache qu'il existait. Nous avons passé la journée à reconstruire la chronologie du vol. La voiture, le condo, les investissements liquidés, les urgences financières que mes parents prétendaient avoir qui semblaient toujours coïncider avec moi de signaler des documents que je n'ai jamais complètement lus. Ils vous ont gardé dépendant, a dit tranquillement grand-père. Vous a gardé prêt, vous en avez besoin. Mais pourquoi? La réponse m'est venue soudainement, douloureusement claire. Contrôle. Maman n'a jamais voulu que je parte. Rappelez-vous comment elle a pleuré pendant des semaines quand j'ai parlé d'étudier à l'étranger? Comment elle est tombée malade juste avant d'être censée emménager dans les dortoirs? Grand-père a hoché la tête lentement et votre père a tout permis. Probablement en bénéficiant financièrement aussi. Alors que la soirée tombait, je suis retourné dans mon appartement pour récupérer des vêtements et mon ordinateur portable. J'avais prévu de rester avec grand-père pendant que nous avons tout réglé. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver mes parents qui m'attendent, assis dans mon petit salon comme s'ils le possédaient, ce que j'ai réalisé avec une secousse qu'ils auraient pu arroler. Laurel, mon père a commencé, sa voix ferme mais douce, la voix qu'il a utilisée lors de la conclusion des offres commerciales. Nous devons parler de ces accusations que vous avez faites.